Au cœur du Moyen-Orient, l'Iran occupe une position stratégique exceptionnelle. Riche en pétrole, situé entre le golfe Persique et la mer Caspienne, ce fut au XXe siècle l'un des terrains majeurs de la confrontation entre indépendance nationale et domination étrangère. Dès les années 1950, l'histoire de l'Iran devient le miroir d'un nouvel impérialisme, celui des puissances occidentales par la dette, le renseignement et la manipulation économique. De la chute de Mohammad Mossadegh en 1953 à la guerre Iran-Irak dans les années 1980, cette histoire illustre parfaitement le passage de la colonisation militaire à la domination financière et géopolitique. Bienvenue chez Socratie et aujourd'hui nous sommes dans l'épisode numéro 7 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme. Et aujourd'hui je vais parler de l'histoire de l'Iran face aux États-Unis afin de comprendre pourquoi il y a des conflits là-bas. Et non, ce n'est pas une question de paix dans le monde, bien au contraire. Je fais un rapide contexte historique. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Iran est indépendante, mais son économie reste dominée par le Royaume-Uni à travers l'anglo-iranien Oil Company, l'AIOC. Cette compagnie contrôle presque tout le pétrole iranien et ne reverse au pays qu'une faible petite part des profits, tandis que la population iranienne, elle, vit dans la pauvreté. En 1951, le Premier ministre Mohammad Mossadegh, qui est nationaliste et démocratiquement élu, décide de reprendre le contrôle du pétrole pour financer le développement de son propre pays. Il fait donc voter la nationalisation de l'AIOC, provoquant la fureur de Londres et de Washington. Pour le Royaume-Uni, c'est un affront majeur. Le pétrole iranien est vital pour son économie. Après l'échec des pressions diplomatiques et économiques, Londres envisage un coup d'État, mais n'a plus les moyens d'agir seule. Elle se tourne alors vers les États-Unis qui y voient une opportunité d'accroître leur influence au Moyen-Orient. Et oui, parce que je rappelle que dans les années 1950, les États-Unis sont en pleine guerre froide avec l'URSS. Tout mouvement nationaliste ou un peu socialiste est vu comme un risque de communisme. Washington a peur que Mossadegh, en s'opposant aux pays occidentaux, finisse par se rapprocher de son ennemi numéro 1 à l'époque, c'est-à-dire l'Union soviétique. Et avec cette excuse, la CIA reçoit l'ordre d'intervenir. C'est là qu'en 1953, le président Eisenhower, qui était le président des États-Unis à cette époque-là, autorise une opération secrète appelée TP Ajax, dirigée sur place par Teddy Roosevelt, un agent très expérimenté de la CIA. Son objectif, c'est très simple, c'est renverser Mossadegh et mettre le Shah au pouvoir, un dirigeant favorable aux intérêts américains, mais qui est aussi un dictateur. Pour y arriver, Roosevelt utilise plusieurs méthodes. Acheter des politiciens et des officiers, diffuser de la propagande contre Mossadegh, organiser des fausses émeutes et s'assurer du soutien de l'armée. Le 19 août 1953, le coup d'État réussit. Mossadegh est arrêté et le Shah reprend le contrôle du pays. L'Iran entre alors dans une période de dictature soutenue par les États-Unis. Et après le coup d'État, le Shah devient l'un des fidèles alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Sous son règne, l'Iran se modernise rapidement. Industrialisation, réforme agraire, développement de l'éducation, droits des femmes et ouverture à l'Occident. Mais cette modernisation a un coût. Le pays s'endette fortement auprès des États-Unis et de la Banque mondiale. Les compagnies américaines et britanniques reviennent exploiter le pétrole iranien dans un accord soi-disant partagé, mais toujours défavorable à l'Iran. Et surtout, la SAVAK, la police politique du Shah, réprime très violemment toute opposition. Derrière l'image d'un pays moderne, l'Iran devient donc dépendante de l'Occident, un système rendu possible grâce à l'intervention des assassins financiers, terme que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes. Dans les années 1970, tout bascule. La création de l'OPEP donne du pouvoir aux pays producteurs de pétrole et les prix explosent à partir de 1973 parce que je rappelle que c'est le choc pétrolier à cette époque-là. Le Shah utilise cet argent pour accélérer la modernisation de son pays, mais la richesse reste concentrée dans une petite élite qui est très proche du régime. La majorité de la population, elle, reste très pauvre. Et le fossé se creuse. Étudiants, religieux et nationalistes s'unissent pour dénoncer la dictature du Shah, la domination américaine et l'abandon des valeurs islamiques. Mais voilà, en 1979, la situation explose en Iran. Des manifestations massives paralysent le pays. Le Shah, malade et abandonné par les États-Unis, décide de fuir l'Iran et passe quelques mois d'abord au Panama, qui est accueilli par Omar Torrijos, personne que j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et ensuite il part se réfugier en Égypte où il meurt en 1980. Mais voilà, le 1er février 1979, Rouhara Khamenei revient d'exil et prend le pouvoir. C'est la révolution islamique. Le régime coupe ses liens avec les États-Unis, il nationalise les entreprises étrangères et expulse les conseillers américains et transforme l'Iran en république islamique.
Peu après, l'ambassade américaine est prise d'assaut. 52 diplomates sont retenus en otage pendant 444 jours. Un traumatisme énorme pour Washington. La stratégie américaine en Iran finit par se retourner contre elle. Voilà qu'en 1980, profitant du chaos en Iran après la révolution, Saddam Hussein, qui est à l'époque le dirigeant de l'Irak, attaque le pays pour affaiblir la République islamique iranienne et s'empare de régions pétrolières. Les États-Unis, qui sont censés être neutres, soutiennent discrètement l'Irak en lui donnant des informations et en fermant les yeux sur l'usage d'armes chimiques. La guerre Iran-Irak dure 8 ans et fait plus de 2 millions de morts et ruine les deux pays. Donc, entre 1953 et la fin de la guerre, l'Iran garde en mémoire le coup d'État de la CIA et du M16, la dictature du Shah et l'ingérence des puissances étrangères. Depuis 1979, le pays a nationalisé son pétrole et a expulsé toutes les entreprises occidentales, mais il subit encore et toujours des sanctions et des pressions internationales, surtout à cause de son programme nucléaire. L'Iran aujourd'hui cherche à protéger sa souveraineté tout en gérant ses problèmes internes. Donc en conclusion, l'histoire de l'Iran montre qu'une nation peut passer d'une domination coloniale à une domination plus discrète, économique et politique. Le coup d'État de 1953 avec Kermit Roosevelt en est un exemple direct. L'Iran a essayé de reprendre le contrôle de ses ressources mais s'est retrouvé pris entre dette, corruption et répression avant de se libérer avec la révolution qui a créé un nouveau régime autoritaire. Bref, comme pour toutes mes vidéos sur cette chaîne, je me suis basée sur des livres, notamment avec Les Confessions d'un assassin financier de John Perkin, qui était lui-même un assassin financier, ainsi que l'Encyclopédie de la civilisation de 1950 jusqu'aux années 2000, et mes propres recherches. Tout ça, c'est mon avis et ma compréhension de l'histoire, mais je préfère répéter, comme à chaque fin de vidéo, l'histoire, elle est subjective et non objective. Elle dépend des récits, de ce qu'on apprend et de nos propres avis, en fait. Voilà, c'était l'épisode numéro 7 de la série numéro 3, Les Dessous du capitalisme. Et je reviens dès la semaine prochaine pour vous parler de l'histoire de l'Irak et vous expliquer comment les États-Unis ont échoué, entre guillemets, leur tentative de manipulation sur ce pays. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.